Bonjour tout le monde, ici Francis Parquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, une édition un peu particulière parce que j'ai le bonheur de recevoir Vincent Morin, responsable des communications chez Groupe Bon Michel, également matchmaker. Vincent, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Vincent, dans ton passé de journaliste, je suis convaincu qu'une des questions qui le plus souvent été posée quand tu couvrais la boxe, c'est comment ça fonctionne l'organisation d'un combat. Tu as eu l'occasion de participer à la mise en place de quelques cartes de gym et également de New Era, Oui. la nouvelle entreprise de Yann Pellerin. Et on se demande toujours pourquoi tel ou tel boxeur s'affronte. On peut comprendre dans un cas, par exemple, comme celui d'Oscar Rivas, qui évolue à un très, très haut niveau de la boxe mondiale. C'est davantage entre les promoteurs que ça se décide. Et on y va, il y a les réseaux de télé qui sont impliqués. Des fois, bon, il y a des aspirants obligatoires, il y a des règles à respecter. Mais après les combats principaux, il y a toujours des événements en sous-carte. Et bien, c'est le travail des matchmakers de trouver les bons boxeurs qui vont affronter ceux de l'organisation pour laquelle tu travailles. Si tu peux me donner un exemple précis, comment ton travail fonctionne? Bon, j'imagine que le promoteur te dit, j'organise un gala de boxe telle date. C'est généralement décidé plusieurs mois à l'avance. Il y a un calendrier. Là, Généralement, j'ai une demande, je te dirais, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois à l'avance. Donc, on connaît les dates. Puis, on a une certaine idée des boxeurs qui vont figurer sur la carte. À partir de ce moment-là, on parle avec le gérant, avec l'entraîneur, et on regarde un peu quel style de boxeur, premièrement, on veut. Deuxièmement, il y a une question de budget aussi. C'est sûr que j'ai pas le même budget si on a un gala, par exemple, au Centre Vidéotron ou au Casino de Montréal. On regarde aussi le nombre de rounds. Puis à partir de tout ça, on fait des appels, on parle à des agents. Et à partir de là, on a des noms, on a différents noms. Donc à partir de là, on regarde les fiches, on regarde des vidéos, on regarde ce qui est plus propice là, pour ce gars-là en question. Et on propose après ça aux agents, aux entraîneurs. Et on s'assoit ensemble, on discute et on trouve une solution ou on trouve un combat. Je vais vous donner un exemple. Wilfred Seyi, qui est la nouvelle recrue chez Jim. Donc, à la boxeur base, qui a participé aux Jeux olympiques de Rio. Là. oui, qui a représenté le Cameroun, qui était même le porte-drapeau. Donc, on savait, lui, il est arrivé ici à 20 ans. Donc, on savait que c'était un talent spécial. Donc, lui est entraîné par Stéphane Larouche. On lui a donné un essai en sous-carte de Stevenson Gvozdyk. Donc, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de trouver un boxeur qui était pour le challenger, parce que je veux pas, c'était un test pour savoir si on allait signer ou non. Donc, un boxeur qui était déjà venu ici, Fernando Galvan, qui avait déjà vaincu Yann Pellerin. Donc, je trouvais que c'était un bon test, un gars agressif avec un style professionnel qui allait donner justement un bon baromètre de ce que valait Wilfred Seyi. Et en plus, le combat, c'était un combat de réserve, donc il a été décalé dans la soirée. Il a dû attendre et attendre et attendre et attendre dans le vestiaire. Quand on parle d'une première expérience qui permet de progresser puis de voir à quel point la boxe professionnelle c'est difficile, il l'a vécu. Il s'est battu à la toute fin du gala, le dernier combat. Et on met les gants, on enlève les gants, on y va pas. Il a dû attendre dans le vestiaire tout ce temps-là. Et finalement, je crois qu'il a poursuivi un coup de puissance en 3 rounds. Il a arrêté son adversaire au 3e round. Et à partir de là, on a décidé de le signer parce qu'il était tellement spectaculaire qu'il a prouvé qu'il avait déjà l'air d'un vétéran à son premier combat au Québec. C'était son 2e combat professionnel. Il en avait déjà fait un en Afrique. Mais à partir de là, je me suis occupé de sa carrière. Pour son 2e combat au Québec, on voulait quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire. Parce que Galvan, il lance des grands coups larges, mais c'est pas toujours élégant. Donc, on a amené un jeune boxeur invaincu, Marco Antonio Morales, qui tournait droitier-gaucher, qui lançait des grands moulinets. Gros KO en 31 secondes. Là, on s'est dit, OK, on a eu peur de la façon que Morales a tombé. Ça nous prend un gars vraiment plus solide. Il a éteint les lumières de Morales. C'est un beau KO, c'est un beau highlight pour son CV, mais ça nous prend des rounds. Donc, là, on m'a fourni divers noms. Et j'ai arrêté mon choix sur un boxeur qui venait de Aguascalientes, dans l'ouest du Mexique. Un gars vraiment tough qui se battait à l'intérieur. Donc, ce qu'on voulait pour Will, c'était de trouver des gars avec un style plus professionnel. Donc, du côté amateur, avec un style inside-outside un peu, Will était habitué. Il a gagné aux Olympiques contre Vivas, le Colombien. Il a remporté une médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth. Il est habitué avec des boxeurs qui boxent à distance. Donc, on voulait un boxeur qui était vraiment dur puis qui se battait bien à l'intérieur. Et on lui a donné un boxeur vraiment coriace. Il a fait ses 4 rounds. Il a envoyé son adversaire au tapis au corps, mais il y a eu toute une bagarre. Puis pour pour la 2e fois, parce que son premier combat avait fait la limite aussi contre un champion national du Gabon. Là, on lui a donné un gars solide. D'ailleurs, je me rappelle pas son nom, faudrait trouver. Mais on l'a revu à Montréal dernièrement sur un des shows d'ailleurs de Tiger Management. Et ce boxeur-là a fait match nul avec un Kazakh là, qui débutait. Fait que ça nous donne une idée quand même du calibre du gars qu'on lui a amené. Et Will a eu un combat un petit peu plus difficile, mais il a rapporté quand même 3 des 4 rounds. Il a envoyé
envoyé son adversaire au tapis. Donc, là, après ça, il a été faire un petit tour dans sa famille au Cameroun. On avait besoin d'un combat de retour. Mais on lui a amené un autre boxeur avec un style différent. On lui a ramené un boxeur européen avec un style plus européen, un grand gars, plus grand que lui, parce qu'il est quand même très grand là, pour un 168 livres, Will. Et il a arrêté son adversaire au 3e round. Donc, le Polonais avait un style plus à l'européenne. Donc là, il était prêt pour les 6 rounds. On lui a ramené un autre boxeur agressif, Brian Galvez, un gars invaincu, 4-0 avec une nulle. Et on voulait qu'il fasse des rounds. Et encore une fois, il a fait ses rounds, il a fait 6 rounds. Donc tous les combats qu'on lui a amenés, c'était des combats de progression contre des styles différents qui lui ont permis d'évoluer. Puis c'est ce qu'on veut faire avec les boxeurs comme ça qu'on signe, les boxeurs recrues, par exemple, c'est qu'ils prennent de l'expérience chez les professionnels et qu'ils peaufinent leur style pour la boxe professionnelle. Parce que en boxe amateur, c'est 3 rounds de 3 minutes seulement. Donc, c'est très rapide. Dans la boxe pro, premièrement, les gants sont beaucoup plus petits. Il y a du gas tape. Donc, il faut choisir nos coups. Il faut installer notre jab. On frappe au corps, chose qu'on fait moins en amateur. Là, maintenant, avec le nouveau système qui est au round, bien, ça se rapproche un peu plus de la boxe professionnelle. Avant, avec des rounds de 2 minutes, c'était surtout du gros volume puis du marquage de points. Là. Maintenant, c'est un style qui ressemble quand même un peu plus au pro. Mais ce round supplémentaire-là, les petits gants, puis là, maintenant, on passe dans les 6 rounds. Donc, c'est un style qui est différent. Il faut habituer ces boxeurs-là à la boxe professionnelle. Donc, du côté de Will Sailly, jusqu'à maintenant, c'est un beau début de carrière, mais ça peut vous donner une idée. Aussi, sur les shows comme ça, on a des boxeurs locaux qui ne sont pas officiellement sous contrat. Donc, il faut savoir quel genre de défi on veut pour ces boxeurs-là. Est-ce qu'on veut un combat de remise en forme? Par exemple, si le boxeur n'a pas boxé depuis un an, c'est sûr qu'on ne lui donnera pas un grand défi. On veut un boxeur qui va donner un combat spectaculaire, qui va faire des rounds, mais qui ne va pas le mettre en danger. Mais si, par exemple, on est près d'une signature, on est près d'un gros combat payant pour un titre canadien, par exemple, ou un titre nord-américain, bien là, oui, on va vouloir un adversaire qui va nous en donner vraiment pour notre argent. Et là, on va investir un peu plus. Puis encore une fois, toute une question de budget aussi. Donc, il y a un budget respecté pour chaque gala. Le budget est différent à chaque gala. Donc, tout est vraiment en fonction de ce qu'on veut pour le boxeur et aussi du budget. Est-ce que c'est différent l'approche pour trouver les adversaires pour un boxeur amateur qui a été accompli? Bon, Wilfried Seilly n'a pas un CV peut-être aussi garni qu'un Vasily Lomachenko, naturellement, ou encore un Arthur Beterbiev qui est arrivé à maturité ici. On comprenait que il y a des règles. Hein? Ici au Québec, les 4 premiers combats professionnels, c'est 4 rounds. Ensuite, il faut passer cette étape-là avant de franchir les 8 ou 10 rounds. Pour un boxeur qui n'a pas un grand parcours amateur, est-ce que on va peut-être pas nécessairement chercher d'un nombre de rounds au début, mais peut-être plus trouver la confiance. On peut comprendre qu'un boxeur accompli n'a rien à gagner à descendre ses adversaires au premier round parce qu'on sait qu'il possède le talent éventuellement pour être champion du monde. Mais un boxeur qui a un projet à long terme, est-ce que c'est important d'avoir des petites victoires comme ça? Parce que dans le fond, c'est une récompense, je peux m'exprimer ici, de monter dans l'arène devant des spectateurs en marge de tout le travail là, qui est effectué en amont dans le gymnase. Tout à fait. Il faut savoir que quand on passe un boxeur pro très jeune, comme par exemple dernièrement Eye of the Tiger fait signer Avery Martin Duval qui est un bon jeune boxeur. On l'a vu en gymnase, il est excellent. Mais quand on fait passer un boxeur très jeune qui n'est pas encore à maturité physique, c'est important de prendre vraiment son temps. Donc, personnellement, je trouve que 18 ans, c'est quand même très, très jeune pour passer chez les professionnels. On a avantage à prendre de l'expérience chez les seniors en amateur avant de passer chez les pros. Donc, quand on passe pro jeune comme ça, c'était le cas aussi avec David Lemieux, mais on a intérêt à prendre son temps vraiment. Dans les combats de 4 rounds, on peut même en faire 5 ou 6. On veut vraiment s'assurer que le boxeur comprenne les rouages de la boxe professionnelle et prenne de l'expérience avant de le monter dans un niveau supérieur. Puis c'est normal. Puis comme j'expliquais, les gants pro sont très, très durs. Le bandage, c'est pas le même coup de poing. Quand tu fais une erreur en boxe amateur, ça va sonner un peu. Mais en boxe professionnelle, tu vas aller au tapis. C'est pas le même coup de poing. On l'a vu avec Vincent Thibault à son premier combat professionnel. Il avait été 2 fois au plancher, justement parce qu'il y avait une période d'adaptation à faire entre les amateurs et professionnels. Ou encore, dans le cas d'Yann Pellerin, les boxeurs qui viennent du milieu des arts martiaux mixtes, qui n'ont pas nécessairement un grand bagage ou même dans le cas de Yann, il n'y avait aucun combat de boxe amateur. Donc, quand on fait passer ces gars-là chez les professionnels, il faut prendre notre temps. Yann, la dernière fois, il est rendu à 8 victoires, 1 défaite, donc 9 combats, mais on a encore donné un 4 rounds. Donc, il faut prendre vraiment le temps avec ces combattants-là pour qu'ils prennent de l'expérience. Donc, ça ne sert à rien de les précipiter dans des combats de 6-8 rounds où on va devoir investir plus pour avoir des adversaires de meilleure qualité s'ils ne sont pas nécessairement prêts. Donc, on peut avoir un super spectacle
dans un combat de 4 rounds quand même. C'est juste que, comme j'expliquais, il faut vraiment s'assurer que ces boxeurs-là, on ne les mette pas en danger, qu'ils prennent l'expérience qu'ils n'ont pas eue chez les amateurs, mais chez les professionnels. C'est pas toujours la meilleure recette de prendre l'expérience chez les professionnels si on ne l'a pas chez les amateurs. La meilleure façon, c'est de prendre l'expérience chez les amateurs. Mais si on n'a pas ça, bien, la meilleure façon, c'est les combats de 4 rounds, les combats de début de carte comme ça. Et encore une fois, c'est crucial du côté du matchmaker de prendre les bonnes décisions, de choisir les bons adversaires. Puis ça fait toute la différence. Quand des athlètes avec un fort potentiel s'amènent ici au Québec, je pense notamment, on a vu là, dans les dernières années, que ce soit Christian Mbelli ou Arthur Beterbiev, et surtout, on les accoquine avec un entraîneur d'expérience. Des gars comme Marc Ramsey, Stéphane Larouche ont fait leurs preuves. Oui. On réussit, dans le cas de Ramsey, c'était Jean-Pascal de l'amener des rangs amateurs jusqu'à un combat, à la conquête d'un titre mondial. Stéphane Larouche le fait à plus d'une reprise, que ce soit avec Éric Lucas ou encore Lucien Boutet, Léonard Dorine également. Est-ce qu'on est un peu, je sais que tu es un amateur de football de la NFL, il y a une stratégie, c'était les 49ers de San Francisco qui l'avaient. On calcule à peu près les 40 premiers jeux à l'avance, que peu importe ce qui se passe sur le terrain, ben, on a un livre qui est décidé et c'est le jeu qu'on fait. Est-ce que c'est un peu comme ça à la boxe? On a une idée du nombre d'adversaires pour le premier, deuxième, troisième combat. On se projette à l'avance ou au contraire, on est encore là, je dirais plus, on s'adapte au fur et à mesure de ce qui est arrivé. Si on voit, par exemple, on a voulu lui opposer un gaucher, on a connu une tonne de problèmes pendant ce combat-là, ben, on se dit non, il faut répéter l'expérience avec d'autres gauchers à l'avenir. Évidemment, on y va selon les disponibilités, mais est-ce qu'on on tente toujours de, comment je pourrais dire, de s'assurer que chaque étape, là, de garnir le coffre à outils, comme souvent dit au fil des années? C'est sûr, quand on signe un athlète, à la base, il y a un projet à long terme. Donc, quand il y a une signature, c'est qu'on voit à long terme pour l'athlète. Donc, on s'assure d'un minimum de combats. On s'assure justement de donner divers styles, là, des droitiers, des gauchers, des gars agressifs, des gars défensifs, des counter-punchers, des gars de volume, des gars de puissance. On veut travailler avec divers styles pour s'assurer que le boxeur va être prêt à passer au prochain niveau. Mais comme tu dis, tout s'adapte. Si on a été au tapis contre un boxeur au talent limité, ou si on a eu des difficultés avec un certain style, comme tu expliquais, soit contre un gaucher ou contre un boxeur de volume, ben c'est sûr et certain qu'il faut revenir au gymnase et on va prendre plus notre temps. Wilfred avait eu un peu de misère là, avec son adversaire, c'était Ismaël Molina. Donc, le nom vient de me revenir. Là. Ismaël Molina. Donc, bon, on a ramené un autre gars de volume, en Brian Galvez, qui avait un style un peu plus similaire, mais qui était plus expérimenté. Et là, Wilfred a encore beaucoup mieux fait. Donc, ça nous a prouvé qu'il était prêt maintenant à affronter des boxeurs de ce gabarit-là. La prochaine fois, ça va peut-être être un gaucher. Mais oui, le plan se modifie en fonction des performances du boxeur en question, c'est sûr. Naturellement, ça, c'est la portion, j'ai l'impression, qui est plaisante, hein, de faire un peu du dépistage, j'ai noms d'adversaires et tout, mais il y a tout un travail derrière qui est un peu plus bureaucratique, si tu me permets l'expression, qui n'est pas nécessairement évident. Quand vous avez une entente de principe avec un des matchmakers, ton homologue, dans le fond, qui évolue, que ce soit au Mexique, on peut prendre cet exemple-là. On a beaucoup au Mexique, oui. C'est quoi la suite des choses pour toi dans ton travail? J'imagine qu'il faut travailler de pair avec la régie des alcools, des courses et des jeux pour que le commissaire Michel Allemain accepte l'adversaire en question? Ben, je vais vous expliquer le processus, par exemple. Si, par exemple, j'ai un prochain combat pour Will, on est là-dessus. Par exemple, on me dit, bon, ben, il est au gymnase, puis on veut 172 livres. On ne veut pas le descendre tout de suite à 168. Bon, fait, moi, ce que je fais, c'est que chez Jim, je travaille avec Dominique de la Sablonnière, qui est un matchmaker qui est là sur la scène depuis des années. Donc, on parle ensemble, on regarde un boxeur à 172 livres, par exemple, on a un temps de budget, que ce soit 1500, 2000, 2005. On a un budget. On y va avec ce budget-là et on demande à un boxeur, par exemple, de 6 rounds, un droitier ou un gaucher, selon ce qu'on veut. Et on parle à nos agents. On en a au Mexique, on en a en Europe, on en a aux États-Unis, on en a un peu partout. Et nos agents nous reviennent avec des noms. À partir de là, c'est ça, mon travail commence. Donc, je regarde, j'épluche les noms. Je regarde si la fiche est intéressante. Parce que avec un Olympien, on veut un boxeur avec une bonne fiche. Là. Ça ne donne rien de lui amener des gars avec 2 victoires, 12 défaites. De toute façon, il serait refusé par la régie des alcools, des courses et des jeux pour les combats de plus de 4 rounds, les combats de 6 rounds et plus. Ben, ils demandent au moins 2 victoires à leurs 5 derniers combats. Donc ça, c'est une règle qui est propre au Québec, qui a été instaurée par la RACJ. Donc, nous, on respecte les règles, on ne veut pas de problème avec la régie non plus. Mais à partir de là, bon, je regarde les noms. Je trouve les gars avec la fiche la plus respectable, soit qui ont affronté des boxeurs très crédibles ou qui ont une super belle fiche. À partir de là, ben, je demande des vidéos. Donc, parce qu'une fiche, ça peut être trompeur.
Tu peux avoir un boxeur avec une fiche de 8 victoires, 0 défaites, 8 KO, mais s'il a affronté des boxeurs de 0 victoire, 13 défaites à Tijuana, puis qui a affronté, ou dans le fin fond de l'Argentine, ou qui a affronté des gars qui ne savent pas boxer, ça veut absolument rien dire. Il faut regarder sur vidéo, voir sa qualité de coup, quel style qu'il a. Puis à partir de là, je fournis l'information à l'agent et à l'entraîneur. Souvent, j'ai retenu 2 à 3 noms. Je fournis le plus intéressant. Est-ce qu'il concorde? Est-ce que l'entraîneur voit des choses qui peuvent permettre à son boxeur d'évoluer? Est-ce que son agent est d'accord avec ça? Si non, il n'accepte pas mon premier choix, je leur propose le deuxième, le troisième choix. Puis généralement, ça se fait quand même rapidement parce que, en toute modestie, je pense avoir un bon jugement là, pour connaître les forces, les faiblesses des boxeurs. C'est un peu ça qui fait ma force aussi. Donc, quand j'amène un boxeur comme ça, à 90%, c'est accepté par le boxeur. Et à partir de là, on envoie le contrat des deux côtés. Et là, le processus, pour moi, le gros de mon travail commence. Donc, on demande les examens médicaux. Premièrement, il faut s'assurer que tout soit fait dans un délai raisonnable. Dans le cas du Mexique, on n'a pas besoin de visa. Mais dans certains pays, que ce soit Argentine, Brésil, Jamaïque, on a besoin d'un visa. Donc, il faut s'assurer de faire venir le visa, s'assurer que le boxeur aussi peut rentrer, qu'il a un passeport valide, puis qu'il peut rentrer au Canada, qu'il n'y a pas un dossier criminel ou qu'il n'y a pas un... C'est déjà arrivé un boxeur qui ne pouvait pas quitter, par exemple, la Floride parce qu'il y avait une pension alimentaire à payer, qu'il n'avait pas payé. Il faut s'assurer que tout soit fait dans un bon délai. On a des bons agents un peu partout qui nous permettent de faire ça. Quand c'est fait au Mexique, il faut les faire traduire également. Donc, il faut que ça soit au moins en anglais ou en français. Donc, on a une équipe de traduction aussi. Quand on reçoit les documents en espagnol, on les fait traduire. Ça aussi, ça engendre des frais. Puis à partir de là, on fait, une fois que tout est accepté, on envoie les deux contrats et on fait approuver le combat à la régie. Si la commissaire n'accepte pas le combat, on n'a pas le choix d'aller chercher avec un autre adversaire. Puis là, on recommence le processus. Mais généralement, quand on y va avec ça, le combat est accepté par les deux côtés, il respecte les conditions des 2 victoires en 5 combats. Généralement, tout se passe bien avec la Régie du alcool, des courses et des jeux, qui font un bon travail aussi. On est chanceux, on a une bonne commission athlétique au Québec, une des meilleures au monde. D'ailleurs, on a des officiels, autant des juges que des arbitres. On peut penser à Michael Griffin, qui sont partout dans le monde. On les voit au Madison Square Garden, tout. Puis, tu sais, quand je parle de la régie qui fait un bon travail, là, je vais revenir sur le cas de Lina Teada, parce que ça a fait quand même beaucoup jaser. Lina Teada... On rappelle, devait affronter Marie-Ève Dicker pour une défense de championnat du monde, mais oui. Un examen médical pratiqué par le médecin de la Régie des alcools a découvert qu'elle était bonne, ne voyait pas d'un œil, donc on ne pouvait pas accepter qu'elle monte dans le ring contre Marie-Ève Dicker. Lina Teada avait été proposée, elle était classée 5e à l'IBF. Donc, c'est une boxeuse qui était classée pour Marie-Ève Dicker, c'est une boxeuse agressive, puis on le voyait sur vidéo, elle donnait des bons combats. On a remarqué que c'est une boxeuse très offensive, mais que du côté de l'œil droit, le crochet passait souvent. Mais on n'a rien retrouvé d'anormal. On a juste trouvé qu'il y avait une faille dans sa défensive, mais c'était une boxeuse très agressive qui ne tombait pas. Donc, qui avait un bon menton, qui était agressif. Puis Marie-Ève avait eu des difficultés contre des boxeuses agressives, là, Nunez, Reynoso. Donc, ça cadrait parfaitement dans la progression de Marie-Ève Dicker. On a reçu les examens médicaux, tout était beau. Nous, on s'est dit, elle a boxé en France, elle a boxé en Allemagne, elle a boxé à l'extérieur de son pays. Donc, nous, quand on a reçu tous les médicaux, on était certain que tout était beau. Donc, test de vision était bon. Tout ce qu'on a reçu a été validé. Aussi par la Régie des alcools, des courses et des jeux qui valide tout ça. Fait que nous, jamais dans 100 ans, on aurait pensé que quelque chose comme ça arrivait. Donc, elle est arrivée à l'aéroport, à la conférence de presse. Elle avait ses lunettes de soleil. Nous, on pensait, bon, elle joue un petit peu à la Floyd Mayweather, un petit peu d'attitude, c'est correct. Elle est arrivée à la peser et elle a enlevé ses lunettes. Et là, on a remarqué l'espèce de nuage. Là. Il y avait une opacité dans son œil. Là, la pupille était blanche. En fait, OK. Ça, on n'était pas au courant de ça. Il n'y a aucun détail médical là-dessus. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a envoyé voir le médecin de la régie, puis on a pu voir que son œil, c'est pas compliqué. Il y a une raison pourquoi les crochettes de droite passaient. Là. Elle les voyait pas venir. Elle les voyait pas venir, tout simplement. Donc, ça, c'est un cas particulier. Donc, notre agent qui était en République, qui nous a fait ça, nous a envoyé une lettre d'excuse comme quoi il n'était pas au courant, puis elle avait boxé en France puis en Allemagne, puis qu'il n'y avait pas eu de problème. On ne fera plus affaire nécessairement avec cet agent-là. Mais c'est un cas comme ça qui peut arriver, mais qui est très, très rare. Généralement, nos agents sont très fiables. Et dans 99% des cas, tous les médicaux qu'on reçoit sont fiables et on n'a pas de problème. Le cas de Teada est un cas très, très particulier.
Dans le dernier gala, on a eu Francis Lafrenière qui devait affronter Teddy Davis. Pour les boxeurs de 40 ans et plus, il y a des tests supplémentaires. Donc, en plus des tests sanguins, des tests médicaux réguliers et du scanner, bien, pour les 40 ans et plus, on demande un test sur le tapis à l'effort, donc un test électrocardiogramme et des tests de vision plus approfondis. Et lui, quand il était jeune, il y a eu un accident de slingshot. Donc, il a reçu un projectile dans l'œil et il y avait une petite cicatrice. Sa vision était pas mauvaise, mais à cause de cette petite cicatrice-là et de ce qui est arrivé avec Tejada, on n'a pas voulu prendre de chance. Et on a eu un autre boxeur, finalement, qui était le champion du Mexique en titre. Et finalement, a donné tout un combat à Francis. Ça donnait un... Mais encore une fois, le boxeur n'a pas été choisi 2 jours à l'avance, comme ça a été mentionné. On l'avait déjà signé 2 semaines à l'avance en backup parce qu'on se demandait si jamais... on n'a juste pas voulu prendre de chance. On le fait venir ici. Encore une fois, on a une mauvaise surprise et la régie ne laisse pas boxer. Puis Francis ne boxe pas. On est en problème. Donc, j'ai préféré pas faire... Même si on a... Puis en fait, Davis a demandé un deuxième avis d'un autre médecin qui lui a aussi... Qui a mis son étampe, puis qui a dit qu'il était en état de boxer, puis qui a boxé Teddy Davis contre des Québécois déjà, avait déjà battu Dave Leblond. C'est un boxeur très physique, très fort physiquement, puis je suis convaincu qu'il aurait donné un bon combat, mais j'ai pas voulu prendre de chance qu'il arrive une autre chose comme ça. Donc, on avait signé un boxeur qui était déjà au courant depuis 2 semaines, qui était déjà au gymnase. Bon, on l'a annoncé seulement 2 jours avant, parce qu'on voulait s'assurer que tout était fait dans l'ordre. Il y avait une suspension à faire lifter en Ontario, à faire enlever, parce qu'au Québec, la régie respecte chaque suspension. Il avait été passé KO Zuniga, le Mexicain, 3 mois à l'avance en Ontario, et on demandait un scan supplémentaire pour voir que tout était correct. Tout était correct, on a fait passer tous les médicaux, puis on attendait après Davis, et on a pris la décision de faire venir Zuniga une fois que la suspension était enlevée. Et une fois que la suspension est enlevée, là, on a pu faire approuver le combat par la régie des alcools, des courses et des jeux. Même si le gars était sous contrat, on ne pouvait pas le faire approuver tant que la suspension n'était pas enlevée. Et c'est pour ça qu'on a pu l'annoncer seulement. Ça, c'est le travail, ça incombe au promoteur de faire lever la suspension. Oui, bien, en fait, ça, c'est mon travail. Il faut que je m'assure auprès de l'agent. Je contacte la commission athlétique, je demande qu'est-ce qu'il faut pour faire lifter la suspension, c'est quoi le problème. Et à partir de là, je contacte l'agent, je prends les tests médicaux requis et je les envoie à la commission qui me dit si ça marche ou pas. Dans le cas de l'Ontario, ça a marché. Donc, à partir de là, j'ai pu faire approuver le combat. Je ne peux pas faire approuver un combat à la régie des alcools, des courses et des jeux. S'il y a une suspension, ils vont la refuser. Donc, c'est pour ça qu'on a annoncé le combat entre Zuniga et Lafrenière seulement 2 jours avant, même s'il était sous contrat 2 semaines avant. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on voit parfois des boxeurs originaires du Mexique qui viennent 1, 2, 3, 4 et 5 fois? Ici, je pense à Pedro Navarrete. Là, on disait à la blague qu'il pouvait se prendre un appartement. Noël Meilleur-Rincon qui est venu, je pense, 6 ou 7 fois. C'est parce qu'un coup, forcément, il y a un coût à tous ces examens-là. Donc, si le boxeur a offert une prestation très honnête, que les examens médicaux étant en règle, j'imagine qu'on s'épargne. Ben oui, si les tests médicaux sont déjà à la régie des alcools, des courses et des jeux, on n'a pas besoin de les renvoyer une 2e fois. Et si le boxeur a été crédible, qu'il a fait la limite ou qu'il a été compétitif, c'est sûr qu'on va le ramener. Ismaël Molina, quand il a donné tout un combat à Wilfred Seyi, je n'étais pas surpris qu'Eye of the Tiger l'a ramené pour un de ses boxeurs. Donc, les tests médicaux étaient déjà faits, le boxeur était parfaitement crédible. Et les boxeurs mexicains, les agents, font un bon travail. C'est pour ça qu'on a autant de combattants mexicains qui viennent ici, ils sont fiables. Donc, quand on a un boxeur qui signe un contrat, bien, il se présente à l'aéroport. Les tests médicaux rentrent à temps. Tout est quand même bien fait. C'est très, très rare qu'un boxeur mexicain nous déçoit ou qui arrive avec des tests médicaux pas faits ou que ça prend du temps ou qu'il ne prend pas l'avion. Ils sont très, très fiables. Ça peut arriver, certains ne font pas le poids. Des fois, il y en a qui ont eu de la misère un petit peu à couper le poids. Mais généralement, ils respectent les conditions du contrat, sont fiables et ils viennent pour se battre. On se doute, c'est un sport qui est d'envergure mondiale, la boxe. Parfois, aux États-Unis, on peut avoir 7 ou 8 programmes de boxe un même samedi soir. Qu'est-ce qui fait que Montréal est capable de continuer à rouler cette industrie-là en faisant venir des boxeurs de l'extérieur? Est-ce que la ville, la province, les organisations en place jouissent d'une bonne réputation? Est-ce que c'est essentiellement là-dessus que ça repose? Oui, bien, à l'époque, quand on avait plusieurs, je dis à l'époque, mais on remonte à 1 an, 2 ans, il y avait plusieurs champions du monde ici. Le Québec est devenu vraiment une plaque tournante. C'est pas pour rien que Showtime, HBO est venu ici. Il y a un marché pour la boxe. Je te dirais que présentement, le plus gros marché pour la boxe au monde, c'est l'Angleterre.
de loin, parce que je pense pas que nulle part ailleurs dans le monde, tu peux aller chercher un 80 000 personnes pour un combat. Mais le Québec reste encore une plaque tournante de l'industrie mondiale de la boxe. Donc, c'est normal qu'on réussisse à faire venir non seulement des boxeurs de l'extérieur, des boxeurs internationaux, mais aussi des ceintures. On a vu des sommités. Steve Willis était là dans le ring là, pour Marie-Ève Dicker pour son combat. Voyons, son nom m'échappe, pas Lindsay Tucker, mais Darryl People, qui est maintenant le président de l'IBF, il était sur place comme superviseur. Donc, on attire des grands noms de la boxe encore. Oscar de la Hoya descend au Québec, vient au Québec pour les événements d'Eye of the Tiger Management, Bernard Hopkins aussi. Donc, on a Eric Gomez aussi, Eric qui est président Gomez, de l'entreprise. Les grandes têtes de la boxe viennent au Québec parce qu'il y a un marché et les Québécois aiment la boxe. Je te dirais que, à mon avis, à part le hockey, la boxe reste probablement le deuxième sport favori des Québécois. Donc, je crois qu'il y a un marché ici qui va toujours fonctionner. C'est de continuer à le faire progresser, c'est de continuer d'amener non seulement des boxeurs du coin, des boxeurs locaux, les faire monter. Mais là, on commence à avoir des boxeurs internationaux qui viennent ici. Puis ça a toujours marché comme ça. Depuis les débuts d'Interbox, qu'on a fait venir des Léonard Dorin, des Adrian Diacono, mais surtout un Luciane Boutet. Luciane Boutet, c'est un boxeur de l'extérieur qui est devenu un Québécois. Et à partir de là, je crois qu'on a des boxeurs qui peuvent très bien s'acclimater et s'adapter au Québec. Et Elardo Alvarez, il a été adopté. Il s'est adapté, il a été adopté par les Québécois. C'est vraiment ça. Il a appris le français, considéré comme un Québécois autant qu'un Colombien, Elardo Alvarez. Les Québécois en sont tombés amoureux, puis ça a été la même chose à l'époque de Luciane Boutet. Est-ce qu'on va avoir des 10, 12 000, 15 000 spectateurs? C'est plus difficile maintenant de vendre la boxe que ce l'était à l'époque. Les gens, maintenant, ils regardent ça dans les bars sportifs. Maintenant, avec l'Internet, ils regardent ça avec le streaming. DAZN, on a pu voir là, maintenant qu'il a créé, c'est majeur ce qu'ils ont fait, c'est une révolution. Donc, ça va être de plus en plus difficile de vendre des événements de boxe, d'avoir de plus en plus de gens dans les amphithéâtres. C'est un défi, je pense que l'ensemble de l'industrie du sport-spectacle, c'est un défi là, auquel là, ils sont confrontés quotidiennement. Je lisais récemment, les Canucks de Vancouver connaissent des insuccès sur la glace. On le voit, je ne dirais pas qu'il y a des insuccès de boxe au Québec, mais il y a moins d'engouement, moins de champions du monde. Ça se reflète, il y a moins de billets de saison qui sont vendus. L'industrie culturelle, même chose. L'offre est tellement vaste que c'est difficile là, de maintenir ça à flot comme on a vu à une certaine époque. Le dernier combat qui a fait Salcombe au Centre Bell, ça a été Luciane Boutet contre Jean-Pascal, mais on avait une saveur locale. Et combien d'années de mise en bouche, de rivalité intense entre deux champions. C'était le Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather du Québec. C'était vraiment ça. Les gens voulaient voir ce combat-là. Malheureusement, le combat n'a pas été aussi spectaculaire qu'on aurait voulu. Donc, ça a fait mal un petit peu. Mais encore une fois, on ne sait jamais, tout peut arriver dans un combat. Donc, je te dirais que depuis ce temps-là, et même aux États-Unis, à part certains événements avec Canelo Alvarez ou des Manny Pacquiao, parce qu'on a été au stade d'Arlington, mais à part de ça, il n'y a pas des grandes foules. Et c'est pour ça que les Américains et les réseaux de télé venaient au Québec, c'est qu'on continuait d'avoir des bonnes foules quand il n'y en avait pas aux États-Unis. Et là, tranquillement, c'est de plus en plus dur de vendre le sport. C'est pourquoi que les réseaux américains viennent de moins en moins. C'est que, on a moins de gens qui viennent sur place. On a plus ou moins de galas au Centre Bell, il y en a au Centre Vidéotron, mais c'est de plus en plus dur d'attirer les fans de boxe à venir sur place. Donc, c'est pour ça que les réseaux de télé sont moins présents. Et si les réseaux de télé sont moins présents, nécessairement, il y a moins de galas. Donc, c'est un cercle vicieux, c'est une cause à effet. Parce qu'on le voit, s'il n'y a pas on n'est pas capable de déplacer 14-15 000 personnes dans un amphithéâtre comme le Centre Bell ou le Centre Vidéotron, généralement, c'était l'argent de la télé américaine qui permettait de soutenir ce modèle-là. Là, l'industrie est en gros chamboulement. C'est en changement. L'arrivée de DAZN, le fait de voir l'arrivée aussi d'ESPN+, qui essaie de rivaliser aussi. Donc, il va y avoir de plus en plus de streaming. Ça va être de plus en plus sur Internet. Donc, la télévision est dans une révolution aussi. L'époque du pay-per-view, de télé à la carte, s'en vient tranquillement révolu. C'est de plus en plus, je parlais d'assistance vraiment dans les galas, mais la vente à la télé à la carte est de plus en plus difficile en raison de la demande grandissante. Et comme j'expliquais, tu peux avoir
sur DAZN, tu as plusieurs sports. Tu as la boxe, tu as le football, tu as le soccer, tu as un peu de tout. Quelqu'un qui paie un abonnement à DAZN ne va pas avoir le goût de payer à la télé à la carte non plus. Donc, les offres sont tellement vastes maintenant, il y a tellement de possibilités et le web prend de plus en plus de place aussi. Donc, oui, ça va être de plus en plus dur puis de vendre non seulement à la télé à la carte, mais aussi de faire des galas devant salle comble puis devant des grandes salles. Ça va être de plus en plus difficile. Il va falloir être créatif. Penses-tu qu'une championne comme Marie-Ève Dicker va être un jour capable de dominer le marché un peu comme un Jean Pascal ou un Lucian Boutet le fait, ou encore on n'est peut-être pas arrivé à maturité? Parce que du côté des arts martiaux mixtes, on était capable de bien mettre rapidement en marché avec des personnalités fortes. Ronda Rousey a changé la donnée, vraiment. Elle a permis aux femmes d'avoir une place en arts martiaux mixtes et de faire des événements principaux qui ont été vendus à la télé à la carte. Les gens voulaient l'avoir. Ils voulaient l'avoir avec Holly Holm, qui est un grand nom. Ils voulaient l'avoir avec la Brésilienne, dont le nom m'échappe. Nunez, ouais, Amanda Nunez. Mais une fois qu'elle a perdu, ben là, on a tombé dans un petit creux de vague aussi. Et j'aime la place qui est donnée aux femmes en arts martiaux mixtes, de plus en plus. En boxe, avec l'arrivée des femmes aux Jeux olympiques, dans les 2 dernières Olympiades, les femmes ont pris leur place. Et ces médailles olympiques-là, on parle de Clarissa Shields, Cathy Taylor, ont passé chez les professionnels. Et tranquillement, ben là, on amorce une révolution. Il commence à avoir de plus en plus de femmes dans les combats principaux à la télé. Donc, sur Showtime, un peu partout, en fait, DAZN. Ils vont investir de plus en plus dans les femmes et ça va donner un meilleur spectacle. La seule chose, c'est que pendant des années, on a vu Cecilia Brækhus qui était dans l'ombre complètement. Depuis l'époque de Christy Martin, qui avait pris de la place sur les spectacles sur HBO avec Mike Tyson, dans ces galas-là, il y a eu un creux de vague. Après Leila Ali, c'était tombé complètement mort. Le fait qu'il y ait des rounds de 2 minutes aussi, ça aussi, ça aide pas les femmes parce que ne veut pas. Les rounds de 2 minutes donnent une boxe qui est à volume, qui est différente. Donc, on se précipite un peu plus, on s'assoit moins. Oui, puis la mise en marché de la boxe est faite autour du knockout. Oui, mais tu as 1 minute de moins pour terminer ton adversaire dans chaque round. Ouais, ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence. Regarde, Marie-Ève Dicker a 16 victoires, mais il n'y a pas de KO. S'il y avait des rounds de 3 minutes, je te dirais qu'il y aurait au moins 3 ou 4 KO sur sa fiche. C'est une boxeuse qui est très endurante. Donc, ça lui donnerait un avantage de faire des rounds de 3 minutes. Je crois qu'on est rendu là. Je crois qu'on est rendu à un temps où les femmes sont génétiquement aussi fortes que les hommes pour les catégories de poids. On peut voir les femmes peuvent faire exactement, physiquement la même chose que les hommes. Ils ne seront pas aussi fortes, ils n'ont pas la même musculature tout à fait que les hommes, mais ils peuvent faire la même chose. En arts martiaux mixtes, c'est pas des rounds de 2 minutes. Tous les combats, que ce soit homme ou femme, c'est 3 rounds de 5 minutes. Les combats de championnat, c'est 5 rounds de 5 minutes. Les femmes sont amplement capables de faire 3 rounds de 10 minutes. Même des combats de 12 rounds aussi, ils sont capables de faire ça. En amateur, ils font des rounds de 3 minutes. C'est la même chose chez les hommes et les femmes, 3 rounds de 3 minutes. Je pense qu'on est rendu là, que les femmes aient droit aux mêmes opportunités. Est-ce que ça va vendre autant? Je ne sais pas si au Québec, on est rendu encore là. C'est difficile de vendre la boxe féminine. Il reste même un petit côté macho encore dans certains partisans de boxe. C'est correct, ça va prendre un temps. C'est pas la même boxe non plus. La boxe féminine est très rapide. Il n'y aura pas nécessairement toujours la même puissance que chez les hommes. La puissance n'est pas la même. La seule chose, c'est pour avoir des très bons combats là, avec une belle qualité de boxe. On peut voir Cathy Taylor, son dernier combat contre Delphine Person, c'est un très bon combat. Oui, tout à fait. Écoute, un des meilleurs combats de ma vie que j'ai vu, c'est en sous-carte de Stevenson Carpentier. C'est un combat féminin. C'était une Ontarienne, une Torontoise. Elle est au tapis, elle s'est relevée, elle a coupé son adversaire. C'était une Australienne. C'était un super combat. Un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie, c'est un combat féminin. Donc, oui, les femmes méritent leur place en boxe professionnelle. Ça va prendre un temps avant qu'elles prennent la place qu'elles doivent prendre. La seule chose, c'est qu'on doit leur donner l'opportunité. Et cette opportunité-là, c'est leur donner des rounds de 3 minutes et qu'ils soient à égalité avec les hommes, un peu comme c'est fait en arts martiaux mixtes. Donc, le même nombre de rounds, des rounds de 3 minutes, je crois que ça va aider. Et aussi la place qu'on a fait à Marie-Ève Dicker. Tu parlais de combat excitant, celui qui lui a permis de devenir championne contre Chris Namath. Ça a été un combat spectaculaire, relevé. Son meilleur combat en carrière. On s'est demandé jusqu'au dernier round qui l'emporterait. C'était serré. Ça avait tous les ingrédients pour être une réussite. On lui a donné une place
de choix dans un événement d'envergure. Et les gens ont embarqué, les gens qui scandaient le nom de Marie-Ève. Marie-Ève, ça criait, il y avait de l'ambiance, les gens ont adoré ce combat-là. Donc, c'est pas vrai que les femmes donnent des mauvais combats. Donc, Marie-Ève Dicker a prouvé qu'elle avait sa place. Maintenant, il est temps de passer au round de 3 minutes. Je crois que c'est possible. Je pense que la Régie du alcool des courses et des jeux est prête à donner les rounds de 3 minutes. D'ailleurs, il y a certains États aux États-Unis qui ont commencé aussi à mettre des rounds de 3 minutes. Ben, je crois qu'on est rendu là. Maintenant, les rounds de 2 minutes, là, c'est désuet. Ça date d'une autre époque. Et si les femmes peuvent faire des rounds de 5 minutes comme les hommes en arts martiaux mixtes, ben, il est temps que les femmes fassent des rounds de 3 minutes comme les hommes en boxe. Et forcément, il y a de plus en plus d'athlètes, donc ça va aussi aider à susciter un intérêt. Là, sur la dernière carte de Groupe Yvon Michel, regarde, sur les 6 combats, bien, il y en avait 2 qui impliquaient des femmes. Tout à fait. Marie-Ève Dicker, la championne, et Marie-Pierre Houle, une ancienne partenaire d'entraînement de Marie-Ève Dicker. On voit un beau potentiel aussi chez elle. Donc, Kim Clavel du côté d'Eye of the Tiger. Donc, l'avenir est vraiment radieux là, pour la boxe féminine au Québec. Ben, il y en a de plus en plus, comme tu expliquais. Il y a eu Ariane Goyette. Et aussi dans les rangs amateurs, il y a beaucoup de boxeuses qui se distinguent, qui sont des Québécoises qui sont championnes chez les seniors. Tamara Thibault, présentement, là, qui a pris la place d'Ariane Fortin sur l'équipe canadienne, qui est excellente. Écoute, il y a de la relève. Il y a vraiment, vraiment de la relève. Reste à voir ce qui va se passer avec les prochains Jeux olympiques. C'est sûr et certain que si on a des Québécois, des Canadiens, surtout des Québécois qui se qualifient pour les Jeux olympiques, bien, ça va être intéressant pour les promoteurs, là, pour les signatures. Et c'est sûr que c'est toujours plus vendeur un combattant qui a fait les Olympiques, qui veut passer professionnel. Il y a une histoire à raconter. Il y a l'expérience aussi qui va avec ça. Donc, on va souhaiter de tout cœur qu'on ait des représentants, autant chez les hommes que chez les femmes, de Boxe Canada aux Jeux olympiques. Puis ça va juste permettre de faire croître la boxe professionnelle aussi. Vincent, je peux évidemment pas passer sous silence l'important combat que Oscar Rivas va disputer ce samedi contre Dillian Whyte. On va utiliser le cliché outrance, mais c'est un combat charnière pour sa carrière. Quoique Rivas, chaque combat dernièrement est un combat charnière. On l'a vu contre Bryant Jennings, avait sorti un lapin de son chapeau. Un lapin de son chapeau et a mis un point d'exclamation qui a fait en sorte qu'il est devenu un peu le talk of the town. On parlait beaucoup de lui sur la scène internationale. Là, c'est vrai, un combat pour un titre intérimaire du WBC. Bon, on peut se moquer un peu de dire on s'assure d'un combat contre Deontay Wilder, mais au moins c'est au chapitre du pourcentage des bourses. On s'assure d'être un peu plus avantagé. On sait Wilder ne se bat pas pour des pinottes, donc ça risque d'être intéressant en cas de victoire pour Oscar Rivas. Par contre, Dillian Whyte, on l'a déjà vu contre Anthony Joshua. Bon, c'était incliné. Un Joshua qui est en début de carrière, de son tout début de règne de champion. Mais c'est un boxeur qui s'est beaucoup amélioré au fil des ans et qui représente un vrai défi pour Oscar Rivas. Je regardais avant qu'on entre en onde, les cotes, c'est à peu près 4,75 fois la mise pour une victoire disons, simple d'Oscar Rivas. Il est le négligé de cet affrontement-là. C'est un boxeur dangereux avec un solide crochet de gauche qui est très puissant. Comme tu expliquais, pas beaucoup d'expérience amateur. Donc lui, il a appris sa boxe chez les professionnels. À l'époque, c'était un kickboxer amateur. Il a commencé à faire des combats professionnels de kickboxing. Il en a fait un en arts martiaux mixtes et il a décidé ensuite de retourner en boxe amateur. Mais comme il y avait des combats professionnels dans une autre discipline, bien, après 6 combats amateurs, bien, on lui a montré la porte. On lui a dit « Tu as des combats professionnels dans un autre art, tu dois passer pro ». Il avait déjà battu d'ailleurs Anthony Joshua en boxe amateur. Donc, ça peut donner une certaine idée. Donc, il a appris sa boxe chez les professionnels, mais il y a des grosses victoires, là, des Joseph Parker. Il a été dans des grosses guerres, donc il est 25-1. Mais c'est un gars qui est excessivement dangereux, très offensif, très fort, plus grand, plus gros qu'Oscar. La seule chose, c'est sa défensive, son menton. On sait qu'il peut aller au tapis. Il a tendance à être très, très large dans ses coups. Il vient se battre, il lance des grands coups larges. Ça va être à Oscar de profiter justement de ces éléments-là. Mais reste que c'est un cogneur qui est très agressif, qui est difficile à boxer. Du côté d'Oscar, sa force, il a un bon menton. Il n'a jamais été au tapis chez les professionnels. Bonne défensive, menton très fermé. Et ça va être à lui de rester très hermétique, de travailler en arrière de son jab. Ce qu'il a montré face à Bryant Jennings, où il a poursu un coup de puissance, je crois, dans ce combat-là, il a été très intelligent. Et du côté d'Oscar, son combat précédent, avant Jennings, il a affronté Fabio Maldonado, puis il avait été décevant. Après le 3e round, il respirait par la bouche. Après avoir envoyé Maldonado au tapis, s'est contenté de faire le minimum. Bien, on l'a envoyé en Colombie, en haute altitude, s'entraîner. On a vu le résultat avec Bryant Jennings. Il est parti au 12e round comme un chien enragé pour l'arrêter. Il avait de l'énergie. Et on a fait la même recette
pour ce combat-là. Donc, c'est sûr et certain qu'Oscar Rivas va être au sommet vraiment de ses capacités athlétiques. En plus, on a fait la deuxième tranche du camp à Paris pour s'assurer de ne pas être désavantagé face au décalage. Et c'était chez Christian Billy, dans l'équipe nationale française. Donc, 2 camps dans les équipes nationales. En Colombie, en France, je crois qu'Oscar va être prêt. La seule chose, c'est en Angleterre. C'est bruyant. Ça va être difficile d'obtenir une décision là-bas. Donc, du côté d'Oscar, ben, on le sait. On fait face à un gars dangereux dans une foule hostile, face à des juges qui vont être difficiles à aller chercher. Donc, on garde une bonne défensive, on travaille en arrière du jab et on essaie de l'arrêter. Donc, la façon pour Oscar de gagner ce combat-là, c'est un peu comme avec Jennings, il faut le KO. On dit souvent que les boxeurs, maintenant qui s'illustrent dans les poids lourds, là, on parle des grandeurs, c'est 6 pieds 5 en montant, même 6 plus en pieds plus 6. des gros gabarits. Et par contre, on m'expliquait que Rivas, on ne veut pas nécessairement l'affronter parce que, on a tout le temps vanté, c'est un athlète hors pair qui aurait pu exceller dans n'importe quelle discipline, mais surtout qu'il est petit à 6 pieds. Donc, il n'y a pas d'espace où frapper, il y a une bonne portée. C'est pas évident pour Exact. les grands boxeurs d'affronter quelqu'un qui est trapu comme ça. Là. Exactement. Il y a des longs bras. Il n'est pas assez gros pour qu'il puisse avoir de l'espace. Puis il n'est pas grand non plus, donc il y a des grands bras. Il est fermé complètement. Tu frappes où? Tu frappes juste sur les avant-bras. Donc, tu as un Oscar Rivas qui fonce sur toi, qui est fort comme un train, qui est à 235 livres de muscles, qui est fermé, qui est compact. C'est sûr que c'est difficile. C'est un combat. Oscar Rivas, c'est un combat difficile pour tout le monde. Et en plus, il y a un bagage amateur vraiment impressionnant. T'sais, on parle d'une médaille d'argent aux Jeux panaméricains. Aux Olympiques, battu Kubrat Pulev. Pour les qualifications olympiques, il a battu Andy Ruiz. C'est lui qui a empêché Andy Ruiz d'aller aux Jeux olympiques. Et aux Olympiques, il s'est fait voler contre le médaillé d'or Roberto Camarelli, une décision très controversée. Ça peut donner une certaine idée du calibre d'Oscar Rivas. Il a été malchanceux. La raison pourquoi ça a pris du temps, c'est au départ, lui et Elador ont fait leurs 3 premiers combats professionnels au Québec. Problème de visa après ça en Colombie, ça prend 1 an et demi avant de les faire revenir ici. Donc, on a perdu déjà 1 an et demi là. Après ça, ça a été des blessures, ça a été l'épaule, ça a été l'œil. Il y avait un gros combat contre Gerald Washington en Californie. La commission athlétique ne l'a pas laissé boxer en raison de l'opération à l'œil. En Californie, ils sont très stricts. Là. Chaque État a vraiment des conditions particulières. Puis du côté de la Californie, dès qu'on est opéré à l'œil, je pense pas que tu peux se reboxer là après. Donc, ça a été difficile de trouver la bonne opportunité pour Oscar. Brian Jennings est arrivé, ça a été l'opportunité parfaite, mais ça a pris du temps. Je suis convaincu qu'Oscar Rivas aurait passé un violent KO à Gerald Washington et sa carrière est partie en flèche à ce moment-là. Mais il a été le gars le plus malchanceux de la planète, ça a pris du temps. Et là, enfin, il est arrivé à terme. Ça va être à lui là, maintenant de vraiment de livrer la marchandise, mais je pense qu'il est au sommet de ses capacités présentement. Puis c'est le temps ou jamais. Tu viens d'exprimer, les 2 Colombiens ont connu des hauts et des bas au fil de leur carrière. Et Leider Alvarez, malheureusement, on s'attendait à une grande performance à sa première défense de titre. Ouais. Combat-revanche contre Sergei Kovalev est un peu beaucoup tombé à plat, malheureusement. Et on l'a vu, tu l'as exprimé contre Maldonado aussi, Rivas, un peu une performance en deçà des attentes. Mais on peut comprendre. Des fois, c'est pas évident. C'est dur psychologiquement de rester motivé. Exact. Sachant contre un adversaire qui provenait des arts martiaux mixtes, il n'était clairement pas de calibre avec lui. Est-ce que tu as senti dans les derniers mois, les dernières années que tu l'as côtoyé, qu'il y a un danger de crouler un peu sous le moment en Angleterre ou au contraire? Au contraire, il a attendu ça depuis tellement longtemps. Il a vu Elador devenir champion du monde. Il avait faim. Il avait hâte d'avoir son opportunité, puis il sentait qu'elle ne viendrait jamais. C'était difficile de le garder motivé, justement, parce que les opportunités qu'il avait, il tombait toujours. Il y avait toujours quelque chose. Dans le cas de Gerald Washington, ça a été une grosse déception. Ça a été dur pour lui, là, mentalement. Donc, mais il a continué à aller au gymnase, à travailler fort. D'ailleurs, c'est un athlète hors pair. Hein, que tu parlais, ça pourrait être un joueur de football phénoménal. J'ai fait un sprint, j'ai fait un mini-camp avec Marc Ramsey à l'époque, puis il m'avait envoyé faire des sprints avec Oscar. J'ai dit, Marc, tu m'envoies pas avec un poids lourd. J'ai fini 2e. Vraiment, 2e. Écoute, il est explosif. C'est un athlète incroyable. Les gens n'ont pas fini d'entendre parler d'Oscar Rivas. Je suis convaincu qu'il va livrer une grande performance samedi. Ça va être difficile, mais je suis convaincu qu'Oscar Rivas y est de ce calibre-là. C'est vraiment un vrai top 5 mondial. Je vous le dis, il est talentueux. C'est pas juste qu'il frappe fort, il sait boxer et c'est tout un athlète. Puis vous allez le voir, il est complet. Bon menton, belle variété de coups. C'est simplement que les combats où il avait l'air très ordinaire,
Il était juste pas préparé en conséquence. Quand il était en France, il était très malade. Il a décidé de prendre le combat quand même. Quand il a affronté Gabriel Ngama, il avait une grosse grippe et il s'est fait frotter au Vaporub avant. Écoute, il avait une grosse grippe, il était à plat, mais il a fait 10 rounds complètement exténués puis il les a fait quand même. Tu sais, il a un cœur de lion. Même, tu sais, il y a des choses en boxe que tu peux pas apprendre. Oscar, même si ça va pas bien, même si ça se fait faire mal, tu le sauras pas, puis il va continuer. C'est un vrai guerrier. Tu sais, il vient d'un milieu qui est très difficile, là. Il est né à Cali, dans les barrios, les quartiers durs de Cali à l'époque de Pablo Escobar, là. Quand tu survis là, tu es prêt à n'importe quoi. Oscar, il est prêt. Il est vraiment prêt. Il a attendu ce moment-là toute sa vie. Et faut dire aussi que dans son coin, il se retrouve avec une équipe d'expérience qui commence à être habituée aux combats de très, très grande envergure. J'imagine que Marc Ramsey, là, c'est pas anodin. Tu l'expliquais, on veut contrer les effets du décalage horaire. Ouais. J'imagine aussi qu'on va visiter le lieu, le l'O2 Arena. Tout est déjà programmé vraiment au quart de tour. Marc Ramsey, c'est un fin stratège. Il a l'expérience. Il a été déjà en Angleterre. Il a vécu cette expérience-là. Il l'a vu avec Jean Pascal contre Carl Froch. Tout est programmé au quart de tour. C'est tous du monde très intelligent, très expérimenté. Marc Ramsey, Luc Vincent Ouellet, Samuel Descaries, c'est tous des gens là, de boxe qui connaissent leur affaire. Donc, Oscar ne peut pas être en meilleure main présentement, là. On a vu dans les médias au cours des dernières semaines, même depuis que le combat est annoncé, là, ça remonte à plusieurs mois, Dillian Whyte projette beaucoup au-delà de ce combat-là. Est-ce que c'est une inquiétude ou au contraire, il faut en prendre par en laisser avec ces déclarations-là, ou tu crois vraiment que sa tête est peut-être pas à la bonne place? Bien, c'est sûr. Tu peux dire ce que tu veux dans les médias. C'est vraiment le travail au gymnase qui va te dire ce que tu vas faire dans le ring, puis de la façon que tu gères la pression. Est-ce qu'il se dit ça pour se calmer un peu face au combat? Je sais pas. Mais s'il pense vraiment à Deontay Wilder, s'il pense déjà à Anthony Joshua, il va faire une grave erreur. Puis je crois que c'est de ce côté-là que Marc Ramsey tente de motiver Oscar. Les boxeurs qui viennent de la Colombie, les Latinos, sont très, très, très fiers. C'est des gens très fiers. Si Oscar pense que son adversaire le sous-estime, ça va lui donner encore une coche de plus. Oscar est très fier, puis il voudra pas se faire... il ne se fera pas intimider par personne, il a grandi à Cali. Mais lui, s'il sent que tu lui manques de respect, comme c'était le cas avec Ellader, tu vas aller chercher cette petite coche-là, cette bravado-là. Et je pense pas que c'est une bonne nouvelle pour Dillian Whyte, ça. Je pense pas. Chose certaine, moi, je vais être arrivé sur mon téléviseur samedi. C'est sur DAZN à compter de 13h. Ça, c'est le début de l'événement. Il faut s'attendre peut-être en fin d'après-midi, vers quoi? 16h30, 17h? Ouais, vers 17h, je te dirais. Donc, espérant que le soleil sera en rendez-vous, on pourra quasiment regarder ça sur la terrasse. Mais chose certaine, possibilité ça va être de un voir excellent combat. Je vous le dis, ça peut même être un combat de l'année. Ça va être spectaculaire. Il n'y a jamais eu de combat qui est plate avec Dillian Whyte. C'est toujours des grosses bagarres. Et il faut pas s'attendre à autre chose de lui. Il boxe d'une façon, c'est par en avant, puis il lance des gros crochets de gauche. Il est dangereux. Puis Oscar, il va se mettre le nez dans le trafic. C'est sûr et certain. Il se passera pas, au gabarit qu'il y a, il passera pas 12 rounds à tourner en rond, là. Dans le cas de Whyte, l'équation est évidente. S'il gagne, ben, sa notoriété en Angleterre explose. Du côté de Rivard, est-ce que ça va enfin pouvoir débloquer du côté, par exemple, d'ESPN? Est-ce qu'il y a possibilité là, de... C'est une star planétaire. Avec une victoire, sa carrière et son avenir est assuré. Un titre WBC intérimaire, là, tu vas être assuré de grosses bourses jusqu'à la fin de ta carrière. Une victoire comme ça, là, pour un titre d'aspirant comme ça obligatoire, puis après ça, obtenir un combat contre Deontay Wilder, son avenir est assuré. Une victoire le place au rang de star planétaire. Aucun doute là-dessus. Tandis qu'une défaite, ben là, on dégringole un peu. Oui, mais tout dépendant encore de la défaite. Si tu te fais passer le KO au premier round, c'est une chose. Si tu perds une décision majoritaire en 12 rounds, ou ce que les gens te voient gagnant, c'est autre chose. Autre combat d'envergure qui va être présenté samedi en soirée, un événement présenté à la télévision à la carte. Il y en a de moins en moins et c'est pas une ironie, mais c'est un des derniers mohicans justement de cette époque-là des grands événements à télévision à la carte. C'est Manny Pacquiao qui affronte Keith Thurman. Et combat très intéressant. Je me dis enfin un combat intéressant pour Thurman. Bon, on sait il y a eu les blessures, mais au fil des ans, j'ai eu l'impression qu'on protégeait un peu et qu'il n'a pas eu l'occasion de démontrer toute l'étendue de son talent, mais je pense que tu le mentionnes bien, c'est intriguant, c'est intéressant. J'ai de la difficulté à me dire, OK, là, je suis convaincu que ce boxeur-là va l'emporter. La logique veut que Thurman est plus jeune, plus frais, moins usé, mais peut-on parier contre... Exactement.
et tu es aussi bon qu'à ton dernier combat. Et à son dernier combat, il a vraiment pas bien paru contre Joselito Lopez. Là. Il s'est fait ébranler. Ça a vraiment pas bien été, honnêtement. Il a été très chanceux d'aller chercher cette décision-là. Il l'a envoyé au tapis Lopez en début de combat. Et c'est ce qui lui a permis d'aller chercher une décision majoritaire. Lopez, c'est pas de ce calibre-là. Le boxeur, c'est un gatekeeper au mieux. C'est un boxeur qui est top 15 mondial. Donc là, on monte de niveau clairement face à Manny Pacquiao. Et je trouve pas que Manny a montré des signes de ralentissement vraiment fulgurants. Là. À ses derniers combats, il a eu le dessus sur Broner, performance impressionnante avec Matisse. Tant qu'à moi, avait battu Jeff Horn, il s'est fait voler en Australie. Horn donnait des coups de tête, des coups de coude, c'était salaud. Le problème, c'est qu'on je pense qu'on a encore une image claire de ce qui s'est passé contre Marquez, le KO avec Pacquiao qui est à plat ventre sur le canevas, mais je pense que les derniers combats tendent à te donner raison. Est-ce que c'est le combat de trop? Est-ce que c'est le combat qui va nous montrer qu'il est au bout du rouleau, qu'il a vraiment atteint le bout de sa carrière? Ça se peut. On ne sait pas. Tout peut arriver. Bernard Hopkins, là, avant son dernier combat, on ne pouvait pas savoir qu'il n'était pas perdre contre Joe Smith. Il aurait très bien pu... il aurait pu encore étirer ça d'1 à 2 combats. Peut-être que c'est le cas avec Manny. Peut-être qu'il en reste encore dans le jus. Peut-être que le camp d'entraînement a super bien été et qu'il n'est pas blessé nulle part. Mais peut-être que c'est le combat de trop aussi. Il est rendu à 42 ans. Du côté de Thurman, ben, c'est sûr et certain qu'il ne peut pas boxer au même niveau. S'il boxe comme à son dernier combat, il va perdre, c'est certain. Donc, peut-être qu'il était très rouillé. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas boxé. S'il se présente, puis c'est le même Thurman que contre Danny Garcia, là, on a un combat qui risque d'être très, très spectaculaire. Il y a des belles victoires, des victoires contre Porter, contre Garcia. C'est des victoires qui prouvent que Thurman mérite d'être un des champions puis de faire partie de l'élite. La seule chose, il a tellement été inactif, comme tu dis, il a tellement été protégé. On n'a pas voulu l'envoyer face à Spence, face à Crawford. On n'a pas voulu l'envoyer face à l'élite. Une victoire sur Manny Pacquiao, ben, ça le lance dans l'élite. Ça le met avec ces trois-là. Et tu n'auras pas le choix de mettre Keith Thurman avec n'importe quel des rois là, à 147 livres. Là, on peut le remettre en revanche avec Garcia, on peut le remettre avec Porter, on peut le mettre avec Spence, on peut le mettre avec Crawford. Une victoire sur Pacquiao, ben, ça fait de lui un boxeur d'élite. S'il perd contre Pacquiao, je ne sais pas où va aller Keith Thurman, honnêtement. On risque de ne pas le revoir pendant encore 2 ans. Donc, s'il y a encore des blessures ou des bobos ou qui décident que ça se peut que ça soit la retraite pour lui après une défaite contre Pacquiao. Tout peut arriver. Oui, parce que du côté de PBC, on n'a pas le choix aussi à un moment donné là, de faire en sorte que les meilleurs boxeurs s'affrontent. Parce qu'il faut générer des revenus. Là. On a dépensé beaucoup et le retour sur investissement, j'imagine, se fait encore un peu attendre. Donc, on a des boxeurs qui arrivent à maturité. Là. Des Spence, des Crawford, les gens... Ils savent à quel point ils sont talentueux. Ben là, les gens veulent les voir s'affronter tout simplement. Les meilleurs contre les meilleurs sont rendus là. Ils dominent tellement leur adversaire qu'on n'a pas le choix. Là. On a même vu le dernier combat de Spence. Ben, c'est contre un ancien pro-plume qui a monté de poids. Là. Ça peut donner une idée. On cherche des adversaires parce qu'il est tout simplement hors norme. C'est un peu le cas aussi avec Crawford là, qui a monté à 147 livres parce qu'il dominait à 135 puis 140. Il était tout seul. Donc, c'est des combats qui risquent d'être intéressants, mais c'est des combats qui sont inévitables. On passerait à côté de quelque chose de ne pas voir ces boxeurs-là s'affronter. Là. Chose certaine, avec tout ce qui a été annoncé au cours des prochains mois, que ce soit Vosdik, Beterbiev ou encore Hooker qui affronte Ramirez prochainement, ça c'est une collaboration entre DAZN et ESPN parce que bon, on a dépensé beaucoup d'argent pour attirer notre ami Tyson Fury et ça n'a pas nécessairement été un retour sur l'investissement et pas encore succès, là. Donc on sacrifie d'une certaine manière Ramirez. Tant mieux s'il l'emporte parce qu'il va gagner encore plus en notoriété, mais ça va être un combat intéressant. Le temps file avant de nous quitter, il faut absolument parler de Jean Pascal. Le 3 août prochain affronte Marcus Brown. C'est un combat pour le titre intérimaire de la WBA. Un peu comme Oscar, avec un peu moins de revenus. C'est présenté sur les ondes de Fox aux États-Unis. Donc, avec les bonnes vieilles oreilles de lapin, ça va être disponible. À prime abord, on se dit, bon, Jean, est-ce que ça pourrait être le combat de trop? Il y a 2 façons de voir ça. Jean a pris ce combat-là car il connaît très bien Marcus Brown. Il a servi de partenaire d'entraînement pour les 2 camps d'entraînement contre Luciane Boutet. Le premier avant que Luciane se blesse et le deuxième quand le combat a eu lieu. Donc, on le connaît très bien et Jean le bardassait à l'entraînement. Donc, l'avantage psychologique est là. La seule chose, c'est que Marcus Brown, c'est plus le boxeur qui sortait des Olympiques puis commençait en boxe professionnelle. C'est plus le même boxeur. Il a une maturité physique maintenant, puis on a pu voir, il a de la force de frappe. Il frappe vraiment dur. Il est grand, il a un grand gabarit. Il est 6 pieds 2, 6 pieds 3. Jean est 5 et 11. Plus long de portée, gaucher. Mais du côté de Jean, il a toujours excellé contre les gauchers.
Et Marcus Brown, c'est pas le gars le plus brave. Si ça se met à mal aller pour lui, il n'est pas capable de renverser la vapeur. Contre Kalajdzic, le dernier que Arthur Beterbiev a arrêté, il a gagné une décision partagée. C'est un combat qu'il avait perdu. Il a été au tapis, il a été très chanceux. Très, très chanceux. Et quand ça se met à mal aller dans ses combats, ben, il fait toujours le minimum, il se déplace, il jab. Et quand ça va pas bien pour lui, ça va pas bien. Sauf que si Jean se fait faire mal en début de combat face à un boxeur qui a plus de portée, qui est plus rapide, plus frais, puis qui cogne plus dur, c'est sûr que ça va être le combat de trop pour Jean. Il va prendre des coups qui vont être dangereux pour sa santé. Donc, du côté de Jean, ben, c'est pas compliqué. Il faut faire exactement comme on a fait avec Ahmed El Biali. On fonce sur Brown et on le rend inconfortable. Si Jean reste au bout du point de Marcus Brown, c'est un combat qui va être dangereux. Et c'est un combat où il va peut-être se faire arrêter pour une deuxième fois. Le fait que Brown a été aussi dominant contre Badou Jack, est-ce que on peut se dire que il a peut-être atteint cette coche-là qui lui permet d'être plus en contrôle? Il s'est vraiment amélioré depuis le combat contre Kalajdzic. Il avait pris un an de repos en 2016. Puis depuis qu'il est revenu, il est très impressionnant. Francine Tetu a été l'essayer, notre Québécois. Ça n'a pas duré un round. Il frappe dur. Je vous le dis, il frappe dur. Il a pris sa maturité physique et c'est un gros bonhomme pour un 175 livres. Là. Il est énorme. On parle d'un gars qui descend de au moins 200 livres pour faire le 175. Là. Donc, Jean devra vraiment se battre à l'intérieur, devra respecter la stratégie que Stéphane Larouche lui a concoctée. Parce que je suis convaincu que Stéphane, c'est un gars d'expérience. Je suis convaincu qu'il y a une bonne stratégie pour lui. Il n'est pas aussi rapide qu'un Dimitri Bivol. Puis Jean a eu plus de temps pour se préparer aussi cette fois-ci. Sauf que, comme j'expliquais à Jean, c'est sûr que c'est plus le même boxeur que c'était à l'époque qu'il a battu Chad Dawson, où il y avait des déplacements qui étaient explosifs. Ce combat-là, le même Jean que contre Chad Dawson démolit le Marcus Brown, sauf qu'on n'a plus ce Jean-Pascal-là. C'est un Jean-Pascal qui est plus expérimenté, mais qui n'a plus les mêmes réflexes et qui est différent un peu. Mais Jean a toujours eu un solide menton. Jean a toujours eu un énorme courage. Il a des couilles, il vient pour se battre, il n'abandonnera pas. Mais c'est de savoir dans quelle perspective, si le camp d'entraînement a porté fruit, et si surtout, s'il y a encore ce petit avantage mental-là sur Brown. Donc, Brown, s'il est capable, Jean, de rentrer vraiment à l'intérieur avec Brown et lui rappeler ces sessions de sparring-là, bien, Jean va avoir l'avantage. Mais, on a pu voir avec Bivol, Jean, quand il était en camp d'entraînement avec Bivol, à l'époque, quand Bivol était très jeune, Jean dominait Bivol. C'est pas ça qui s'est passé dans le combat non plus. Donc, une session de sparring puis un combat, c'est deux choses différentes, surtout quand les deux boxeurs ont évolué dans le sens inverse de l'aiguille. Donc, là, on a un Jean plus vieux, puis on a un Brown qui est à meilleure maturité physique. Fait que c'est un combat qui risque d'être très intéressant. J'espère, si Jean gagne ce combat-là, il revient encore dans le décor pour tous les champions à 175 livres. Je lui souhaite, mais c'est un combat qui va être très difficile. Et il va avoir besoin de beaucoup de courage et de mordre dans son mode-pied, c'est de lancer des coups. Et surtout, comme j'expliquais, lancer des coups, être actif. Donc, il ne pourra pas s'accoter dans les câbles et rester au bout du point d'un Marcus Brown. Devra rentrer au corps à corps et être actif. Déjà 14 août 2010 plutôt, la victoire de Jean-Pascal contre Chad Dawson, là, pratiquement 9 ans jour pour jour. Ça fait longtemps. D'un côté, Jean-Pascal, on ne peut pas lui reprocher d'accepter une invitation pour un combat de championnat du monde parce qu'on peut s'accrocher à l'espoir d'une victoire et là, on change le cours de la vie. On pourrait même, qu'est-ce qu'on en sait, se retirer en pleine gloire une fois pour toutes. Mais il y a toujours la tentation aussi d'être rappelé pour un autre dernier combat lucratif. C'est le danger. La boxe, c'est une drogue. Une fois que tu embarques sur l'arène, tu vois cette adrénaline-là, que l'arbitre te lève ton poing. C'est quelque chose que tu vas rechercher toute ta vie. T'sais, moi, j'en ai fait un seul combat professionnel et ça me manque à tous les jours. Mais une fois que je fais mon jogging, je fais un bon petit 2 semaines d'entraînement puis je suis raqué de partout, je comprends pourquoi j'ai arrêté. Mais bien franchement, c'est quelque chose qui va te manquer toute ta vie. Fait que je peux particulièrement comprendre un boxeur qui a de la misère à se retirer. C'est tout à fait c'est normal. Mais c'est de trouver un plan B après une carrière. T'sais, Jean, il est en fin de carrière. C'est ça la réalité. Est-ce que c'est son dernier combat? Est-ce que c'est son avant-dernier? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, on va être derrière lui. Mais s'il décide de se retirer, il va rester un des plus grands boxeurs que le Québec ait connu. Là, on parle d'un Olympien, un gars qui est devenu champion du monde, qui a rempli le Centre Bell. C'est pas rien, là. Vincent, merci beaucoup. Cette heure-là a passé un rythme effréné. J'en aurais pris encore pour plusieurs autres heures. J'imagine ceux qui nous écoutent ou nous regardent également. Je vous invite à visiter rds.ca/balado-diffusion pour voir tous les autres contenus qui vous ont offerts sur différents sports. Mon ami Maxime Desroches a notamment fait un retour sur Wimbledon après
cette finale épique entre Roger Federer et Novak Djokovic. Sinon, vous pouvez nous écouter par Spreaker ou l'application RDS ou encore iHeartRadio. Donc, au nom de Vincent Moret et du gentil organisateur de la mise en onde, Tim Fournier, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine.